Bonjour à tous et à toutes, et merci d'être présents et présentes aujourd'hui pour ce temps d'échange consacré, au VBHC ou autrement dit, Value Based Healthcare, que l'on peut traduire généralement par, la santé fondée, sur la valeur. Je suis ravie aujourd'hui d'animer ce webinaire, aux côtés de Virginie Luce-Garnier que je vais laisser se présenter. Bonjour à tous, merci beaucoup Manon pour cette introduction et pour l'invitation au webinaire. C'est un plaisir pour moi et pour nous à la société de pouvoir échanger sur Value-Based Healthcare et effectivement sur cette nouvelle boussole de la valeur des soins qui est Value-Based Healthcare. Donc je suis ravie d'être là. Plaisir partagé. Et donc, moi, je ne me suis pas présentée. Donc, Manon Blanche-Tête, je suis chef de l'accélération et d'excellence client chez Skiesi. Je pilote toute la partie stratégie produit et déploiement de nos solutions pour la mise en place de projets, soit dans le parcours de soins ou soit dans la recherche. Et aujourd'hui, ce webinaire, nous partons vraiment d'une réflexion autour de l'expérience. Et l'idée, c'est vraiment de partager avec vous cette expérience et perspectives autour de cette transformation majeure du système de santé. Si le VBHC prend aujourd'hui beaucoup de place en France, c'est surtout parce qu'il y a des réflexions en santé. Et la question centrale, c'est comment on évalue réellement la qualité et la performance des soins. Le système de santé, à l'origine et encore maintenant, est basé sur des principes du nombre d'actes réalisés, de la durée d'un séjour, d'un volume de produits ou des performances organisationnelles. Mais face aux défis un peu et surtout actuels du vieillissement de la population, de l'augmentation des maladies chroniques, des tensions sur les ressources humaines au sein des hôpitaux, ces indicateurs ne suffisent plus. Et c'est pour ça qu'il y a le modèle du VBHC qui commence à être mis en place en France. Pour détailler un petit peu, donc moi, je travaille chez Skiesi, qui est une spin-off de l'AP-HP, donc issue d'un partenariat entre l'AP-HP et l'Université Paris-Cité. On est expert en données rapportées par les patients et en gestion de cohortes. L'idée principale, c'est d'améliorer la santé en prenant en compte justement une multitude d'indicateurs. Donc, on développe beaucoup de solutions autour de ces données, qu'elles soient cliniques ou rapportées par les patients. Donc, on a beaucoup de logiciels qui gravitent autour de notre logiciel phare que je détaillerai dans d'autres slides après, qui est Skesia sur la collecte de données de santé. Voilà. Alors, en plus de mon activité clinique et de mon activité de directrice du projet Value Based Healthcare de l'AP-HP, je suis présidente de la Société française pour la valeur en santé VBHC, que vous ne connaissez peut-être pas, puisqu'on l'a créée en 2024. Notre objectif, à la société, c'est de réunir toutes les parties prenantes d'une démarche Value Based Healthcare, donc les patients, les professionnels de santé issus du public, du privé, de l'hospitalisation, de l'ambulatoire, les industriels, les éditeurs de logiciels, évidemment les institutionnels, pour construire ensemble la voie française, alors la voie avec un E, de ce que serait VBHC. Donc, nous avons organisé la société autour de plusieurs axes. Évidemment, la promotion du développement de la mesure de la valeur en santé. On souhaite assurer un espace de réflexion et de discussion constructive autour de ce qu'est la valeur en santé. On soutient et on valorise les initiatives en France. On diffuse les connaissances alors, en français, parce qu'il y a beaucoup de choses maintenant sur Value Based Healthcare en anglais, mais assez peu encore accessible en français. Donc, on diffuse tout ce qu'on peut trouver en français sur le sujet. Et puis, on a déployé aussi une offre de formation. Donc, au total, on offre une expertise indépendante, adaptée au contexte français et qu'on appuie sur des ressources universitaires pour le déploiement de Value Based Healthcare en France, en réunissant toutes les parties prenantes. Diapositive.
Voilà, donc ça c'est un petit exemple de ce qu'on a fait depuis janvier 2024. Donc il y a nos événements annuels qui ont lieu en novembre, qui sont sur des journées entières. L'université de Value Based Healthcare qui a eu lieu, la première a eu lieu du 20 au 22 avril en partenariat avec l'école de santé publique de Lyon. Les articles que nous avons publiés en français dans la Revue hospitalière de France, dans Risque et Qualité. Nous portons aussi la coopération franco-québécoise pour Value Based Healthcare en cancérologie aux côtés de la coalition Priorité Cancer au Québec. Nous organisons des webinaires bimestriels et puis nous participons les uns et les autres à de nombreux événements comme celui-ci pour essayer de faire connaître ce concept. On prend rapidement le programme. L'idée, c'est véritablement de redonner un petit peu les fondamentaux de la démarche VBHC, de parler des enjeux opérationnels parce que justement, de porter des projets VBHC, il faut le mettre en place pour que littéralement, c'est véritablement aussi un intérêt. Et on fera une présentation des cas pratiques. Alors, qu'est-ce que c'est la valeur en santé? Value Based Healthcare, ça vient d'un livre qui a été écrit par Michael Porter, qui est un économiste américain, et Elizabeth Teisberg, qui est également économiste, mais économiste de la santé en 2006. Et la question qu'ils ont posée ensemble est: que produit le système de santé qui mérite d'être rémunéré? C'est une approche très financière, économique des choses. Néanmoins, la réponse que Porter et Teisberg proposent est finalement assez alignée avec, je pense, les motivations des professionnels de santé dont je fais partie. Mais ils définissent la valeur pour le patient comme l'amélioration de l'état de santé au niveau individuel. Quand on améliore l'état de santé de suffisamment de personnes, on améliore l'état de santé des populations. Et dans la deuxième partie du livre, qui fait entre 500 et 600 pages seulement, ils abordent la question du coût. Donc, la première étape d'une démarche Value Based Healthcare, c'est bien de créer de la valeur et ensuite seulement on s'intéresse au coût. Euh, on va passer à la suivante. Donc, vous avez ici la couverture du livre de Porter et Teisberg. L'équation de la valeur, qui est ce que vous trouvez en général dans un moteur de recherche quand vous tapez VBHC. Il y a eu plusieurs étapes de construction de cette équation. Donc, au numérateur, c'est toujours les résultats qui importent aux patients. Vous remarquerez que mesurer des résultats qui importent aux patients en euros, c'est assez compliqué. Et au dénominateur, il y a les ressources utilisées. C'est la dernière appréciation du dénominateur. Dans la première version, c'était les coûts, puis les coûts sur l'ensemble du parcours. Et maintenant, on parle plutôt de ressources pour intégrer vraiment l'ensemble de ce qui concourt au parcours patient. Cette façon de présenter les choses me dérange un petit peu parce que, comme je vous l'ai dit, les résultats qui importent aux patients ne se mesurent pas en euros. Les ressources, certaines oui, d'autres non. Et je trouve que c'est une approche un peu réductrice de Value Based Healthcare, même si ça permet de présenter les choses en quelques mots. Je préfère très largement la définition qui a été construite par le NHS, dont vous avez les auteurs en dessous, et qui est l'utilisation équitable, transparente et durable des ressources disponibles pour assurer les meilleurs résultats et expériences pour chaque personne. Et dans cette définition, chaque mot est important. Quand on parle des ressources disponibles, eh bien, effectivement, nos systèmes de santé partout en Europe et dans le monde sont soumis quand même à de grosses contraintes. Et donc, il s'agit d'attribuer, de dépenser au mieux, de façon équitable, l'argent disponible, de l'affecter correctement pour un résultat qui est durable. Et bien sûr, il faut que il est quand même important que cet usage soit transparent. Un autre mot important, c'est personne et non pas patient, parce que dans Value Based Healthcare, on a une approche populationnelle du système de santé et que la santé, ça commence avant d'être malade. Donc, la prévention est incluse dans les démarches, dans une démarche Value Based Healthcare complète, et c'est pour ça que c'est personne et pas patient. On va passer à la suivante.
Typiquement, ce que l'on visualise sur cette slide, c'est de reprendre un peu les fondamentaux et de se dire quel est le modèle de soins traditionnel qui était basé et qui est encore parfois basé sur la performance du système, sur l'évaluation du volume de soins, du nombre d'actes réalisés ou encore les respects des protocoles et des processus. Le financement est aussi historiquement construit autour de cette logique. Le VBHC propose une approche beaucoup plus différente. L'objectif n'est plus seulement de produire davantage de soins, mais de créer davantage de valeur pour le patient. Autrement dit, on ne cherche pas à évaluer le soin à travers des résultats obtenus, mais d'évaluer et de monitorer l'impact réel sur la santé et sur la qualité de vie des patients pris en charge. Cela implique plusieurs évolutions importantes. D'abord, la qualité ne se mesure plus uniquement sur des indicateurs organisationnels ou administratifs, comme on l'a sur le modèle traditionnel, mais à travers des résultats cliniques et d'autres mesures qu'on va détailler sur la slide d'après, je crois. Ah non, d'après encore. Le modèle VBHC pousse à une logique de parcours et coordonné avec une multitude d'acteurs qui gravitent autour de ce patient. L'idée n'est pas d'opposer totalement les deux modèles, mais plutôt de montrer l'évolution progressive qu'on peut avoir entre le modèle traditionnel, le modèle VBHC, pour centrer ce modèle-là, centré patient, et de comprendre l'impact réel des soins. Voilà. Alors, effectivement, là, ce dont on se rend compte au fil du temps, c'est que... Non, sur le prêt. Ouais, c'était la suivante. Ce dont on se rend compte au fil du temps, c'est que les cliniciens ont de plus en plus le souhait de recueillir vraiment les indicateurs VBHC, c'est-à-dire les indicateurs de résultats pour leurs patients, donc de savoir comment ils vont vraiment. C'est de passer à un pilotage qui est fondé sur la valeur de ce qui est produit, et c'est quelque chose qu'on voit aussi à l'autre bout du spectre, donc du point de vue des tutelles, avec beaucoup de production depuis 2018 maintenant, de rapports, de recommandations, d'introduire une évaluation de la qualité, y compris dans le financement. C'est apparu pour la première fois dans le rapport Ma Santé 2022 qui a été publié en 2018, puis dans divers rapports ministériels, dont celui de l'équipe de l'IGAS en juin 2024. C'est à nouveau dans le rapport de la Cour des comptes qui vient d'être publié. Et il se passe aussi des choses au niveau des tutelles qui restent pas immobiles. Donc, il y a eu l'introduction des IQSS, donc d'un financement à la qualité dans le financement des hôpitaux. Donc, ça présente des difficultés, mais c'est quand même une volonté d'introduire ce type de démarche et de passer du volume à la qualité dans le financement. Et il y a une autre avancée depuis 2024 dans le manuel de certification version 6 des établissements de santé. Le recueil de PROMS, donc de la voix du patient, et cette fois-ci versant résultat, est devenu un critère avancé de certification avec un objectif clair de la HAS de le passer en critère standard pour la prochaine version. Donc, il y a une volonté des tutelles, il y a une volonté des professionnels de santé, il y a aussi, et bien évidemment, une volonté des patients avec France Asso Santé qui milite beaucoup pour cela. Et puis, maintenant, il faut relier les deux pour réussir à construire quelque chose qui fonctionne. Et je voulais juste rebondir sur ce que vous avez dit au tout début. Il y a une volonté des cliniciens on parlait de données qualitatives, mais c'est aussi on va avoir des résultats cliniques mêlés à des résultats de qualité de vie, à des répercussions fonctionnelles et de l'expérience patient. C'est véritablement un peu 360 sur ce prisme-là, et c'est ce que je voulais un petit peu plus étayer.
On parlait d'indicateurs. Donc là, on a produit chez Skezy une petite infographie qui illustre un petit peu ces différents indicateurs. Donc, on va avoir les Patient Reported Outcome Measures qui sont typiquement de la douleur, de la fatigue, de la mobilité. Et c'est des résultats à rapporter directement auprès des patients. Donc qui est illustré avec le petit téléphone tout à gauche. On va avoir la mesure de l'expérience patient qui mesure la compréhension d'un soin, la coordination, la relation que le patient peut avoir avec les soignants, le délai d'attente, ce genre de choses, le sentiment d'écoute. C'est globalement l'expérience de son parcours et de sa perception de son parcours. Et on va voir les CRUMS, qui sont du coup plutôt des indicateurs cliniques avec niveau de survie, complications, réhospitalisation, répercussions fonctionnelles de cette mesure, des biomarqueurs, tout ce type de données. Alors en pratique, comment on recueille ces indicateurs? Vous avez vu qu'il y a des indicateurs qui viennent des cliniciens, les CROMS, et des indicateurs qui viennent des patients, les PROMS. Tout ça ne peut pas arriver au même endroit. Donc les indicateurs cliniques, en pratique, ils sont dans le dossier patient informatisé. Ils y sont malheureusement actuellement, dans la majorité des dossiers informatisés, ils y sont sous forme de texte libre. Or, pour pouvoir les combiner avec les indicateurs patients, et puis pour pouvoir s'assurer qu'on recueille bien tous la même chose au même moment, eh bien, il faut les recueillir sous forme structurée. C'est-à-dire que, par exemple, si on prend une glycémie, il faut choisir si on prend des millimoles par litre ou des grammes par décilitre. Et si on la recueille à 45 jours ou à 6 mois ou à 1 an après un traitement, voire à plusieurs étapes. Et donc, tout ça, ça passe par les dossiers patients informatisés qui, pour l'instant, n'ont pas été conçus comme ça. Donc, il y a une première étape de structuration du dossier patient informatisé. Ouh là là, je peux revenir en arrière. Merci. Donc, c'est quelque chose à quoi il faut être attentif maintenant quand on essaye, quand on n'a pas d'aventure, enfin, quand d'aventure on n'a pas de dossier patient informatisé et qu'on souhaite en mettre en place, c'est quelque chose auquel il vaut mieux être attentif dès le départ. Sinon, on se retrouve à devoir faire de la double saisie, ce qui évidemment n'est pas souhaitable, ça prend beaucoup de temps et ça risque de générer des erreurs. Donc, aux CROMS qui viennent du dossier patient informatisé, il faut adjoindre les PROMS, donc les indicateurs patients, qui, eux, n'ont pas le droit d'écrire directement dans leur dossier. Et donc, il faut passer par un dispositif différent pour que les patients puissent répondre à leurs questionnaires. Ces questionnaires, qui sont des questionnaires de qualité de vie, des questionnaires symptômes, doivent être, on dit, auto-administrés. Ça signifie que c'est le patient lui-même qui doit remplir, ou éventuellement un aidant, mais en aucun cas un professionnel de santé, parce que sinon, nos patients sont gentils, ils essaient de nous faire plaisir, et donc ils répondent probablement de façon un peu plus favorable que ce qu'ils répondent enfin, ce qui est sûr, ça a été montré hein, dans la littérature, j'invente rien. Donc ils répondent de façon plus favorable au questionnaire que s'ils répondent tout seuls. Surtout Et si donc on ça, il y a souhaite. aussi de la littérature là-dessus. Les réponses aux patients sont d'autant plus fréquentes et de bonne qualité que le recueil est en ligne, qu'il y a des relances automatiques par mail, SMS et par téléphone, et en premier lieu qu'il y a une promotion par les professionnels de santé. Si c'est les professionnels de santé qui disent c'est important pour nous et pour vous qu'on puisse savoir comment vous allez et qu'on explique aux patients à quoi ça sert et en quoi c'est utile pour lui, eh bien, on a bien plus de réponses, évidemment. À ces indicateurs PROMS et CROMS, on ajoute des indicateurs de stratification comme les comorbidités, le niveau socio-économique, qui permettent de faire ensuite éventuellement des analyses en cohorte, qui est l'un des usages de ces indicateurs, mais pas seulement. Ils servent déjà dans le dialogue médecin-patient individuel. Et l'ensemble permet d'obtenir une mesure objective et reproductive de la valeur des soins produite au service du patient. Et notamment, donc, on a déjà travaillé avec Virginie pour la mise en place du VBHC au sein d'un hôpital, mais nous, on a une solution typiquement qui va permettre de collecter ces données de vie réelle et ces mesures rapportées par les patients
Typiquement, si un clinicien complète un questionnaire d'expérience patient, et c'est sur quoi je voulais rebondir sur la slide d'avant, d'expérience ou de la relation avec un soignant, et c'est le soignant qui complète le questionnaire, forcément, le patient ne va pas fondamentalement dire réellement ce qu'il pense de la relation avec son soignant, si c'est son soignant, donc il y a un biais forcément de collecte. Et donc, nous, on propose une solution qui est déjà mise en place pour des projets VBHC, projet qu'on a déjà mené avec Virginie sur la mise en place en chirurgie orthopédique. Et cette solution, elle va permettre de pouvoir relancer et de donner de l'implication aussi aux patients. L'idée, c'est pas de relancer un patient sans qu'il n'ait véritablement pas de visibilité de ce qu'on souhaite collecter, de comment on souhaite le collecter et de pourquoi on le collecte. Et c'est toute la démarche du VBHC, c'est aussi d'avoir une finalité à cette collecte. Donc n'hésitez pas, c'est une solution SaaS, elle est accessible directement via des moteurs de recherche. Et on parlait justement de droit d'accès et de bien interroger le patient dans le bon parcours. Ça rentre forcément, cette démarche VBHC rentre forcément sur la gestion de ces données sensibles, parce que forcément, si on envoie un mail ou un SMS de relance à un patient, il faut un niveau de sécurité important, puisque ça reste de la donnée sensible, ça reste de la donnée confidentielle. Surtout si on mesure, on prenait l'exemple de la qualité de vie. Donc l'idée, c'est d'avoir des logiciels, donc là on parlait de Skezia, mais il y en a d'autres, qui permettent de gérer et de monitorer ces données, de respecter le niveau de sécurité conforme aux demandes de la CNIL, de gérer aussi les droits d'accès, parce que véritablement, quelqu'un qui est administrateur d'un projet, il y a l'infirmière qui doit inclure un patient spécifique, n'ont pas les mêmes droits d'accès sur les données, sur la visibilité de ces données, pouvoir aussi gérer le consentement du patient, s'il souhaite être réinterrogé dans le temps, qu'il ne reçoive pas des SMS ou des mails s'il ne consentent pas. Et ça, littéralement, c'est fondamental de respecter ces indicateurs correctement, mais aussi vraiment que ça reste des piliers pour mettre en place des projets VBHC, mais aussi tout type de projet de collecte et de valorisation de la donnée. Alors, je vais vous présenter très très rapidement où on en est actuellement à la PHP sur Value Based Healthcare. On a deux démarches institutionnelles, une sur la prothèse totale de hanche et de genou et l'autre sur le cancer du sein. Ça ne masque pas tout ce qui existe par ailleurs sur des initiatives d'équipe. J'en connais quelques-unes, mais je suis incapable de savoir tout ce qui se passe à la PHP. Donc, je suis sûre qu'il y a d'autres équipes qui recueillent des proms sans que je le sache. Mais voilà, en tout cas, au niveau institutionnel, les deux que l'on soutient pour l'instant, c'est prothèse totale de hanche et prothèse totale de hanche et de genou et cancer du sein. Et je vais vous montrer un petit peu un petit aperçu de là où on en est sur l'orthopédie. On peut passer à la suivante. Alors, avant ça, pardon. On peut revenir à la précédente, merci. Donc avant ça, comme on le disait déjà avec Manon, vous avez bien compris qu'il y a quand même un gros enjeu SI et je vous ai remis un peu la structure de la collecte de données à la PHP. Donc comme vous le voyez à gauche, les CROMS viennent du dossier patient informatisé et ça demande un énorme travail de structuration donc, qui a été fait pour l'orthopédie et pour le cancer du sein. Pour le recueil de proms, on a tenté de le faire en interne et comme vous avez pu le comprendre avec ce qu'a expliqué Manon, ça reste un métier qui n'est pas le nôtre et donc nous avons échoué à la PHP à le faire en interne et donc maintenant nous avons décidé de passer par des prestataires, donc on en a testé plusieurs. Le seul endroit à la PHP où on peut réunir les données du dossier patient informatisé et les données qui viennent de nos prestataires, c'est l'entrepôt de données de santé. C'est un endroit sécurisé, agréé, etc. Et donc, c'est à partir de cet entrepôt qu'on va produire alors un rapport individuel au patient. C'est pas tout à fait vrai parce que pour les proms, pour les proms sans les CROMS, évidemment, puisqu'ils n'y sont pas, la plupart des prestataires proposent des tableaux de bord. On va proposer un rapport individuel au médecin,
Et puis, ce qui est important également pour pouvoir mettre en place des démarches d'amélioration continue, c'est d'avoir aussi un rapport de cohorte pour l'équipe médicale et un tableau de bord commun parcours qui peut associer à terme plusieurs équipes médicales. Et ça, c'est notre projet 2027 pour la scénologie. Et tout ça avec des principes auxquels on tient très fort à la PHP. Donc, évidemment, ne veut pas de PROMS sans CROMS. Donc, on veut que cette combinaison entre les indicateurs patients et les indicateurs cliniques est essentielle. Bien sûr que le rapport au patient est capital, mais les deux se complètent. On ne veut pas de double saisie pour les professionnels et on veut quelque chose qui soit ergonomique pour les patients, à la fois dans la saisie et dans la restitution. Et pour que l'utilisation soit efficace, il faut une restitution au fil de l'eau. Tout ça, c'est les contraintes auxquelles nous sommes attelés à la PHP. Alors, la suivante. On avait été, quand on a commencé, c'est une démarche qui date de 2018, hein, le tout début. Quand on a commencé, on avait été tellement accaparé par la montagne SI qu'on avait assez peu vu les besoins non identifiés que je vous ai listés ici. Donc, la communication auprès des patients, dont on avait l'impression qu'ils seraient immédiatement convaincus, mais en fait, pour que les patients adhèrent, il faut qu'on leur explique à quoi ça sert pour eux et à quoi ça sert pour la communauté. Si on veut qu'ils répondent aux questionnaires qu'on leur envoie, il faut les accompagner parce que c'est de la donnée sensible, comme le disait Manon. Et donc, il y a un processus d'authentification qui peut rebuter certains patients. Et puis, ce qu'on n'avait pas non plus identifié, c'est que, en fait, le contrôle qualité du recueil de données, qui soit d'ailleurs auprès des patients ou auprès des cliniciens, ça ne se fait pas tout seul et que ça aussi, il faut le suivre, il faut faire de la coordination entre les deux pour que l'ensemble fonctionne. Donc tout ça, on a été obligé de le rattraper après. Donc un exemple concret, l'orthopédie. Donc sur l'orthopédie, en 2018, on a décidé de commencer sur l'ensemble de la PHP. Donc il y a 21 services qui font de la chirurgie à la PHP et on voulait travailler sur prothèse totale de hanche et prothèse totale de genou. En réalité, 21 services, ça paraissait énorme. Tous d'ailleurs ne font pas de la prothèse totale de hanche et de la prothèse totale de genou. Donc nous n'avons contacté que les 5 équipes qui avaient l'activité la plus importante et qui représentaient 1500 séjours annuels au total. On s'est intéressé assez rapidement, comme je vous disais, au système d'information et avec, au départ, un outil en interne qui était notre portail patient. On a rapidement organisé la démarche pour faire les évolutions dans le dossier patient informatisé. Ça a pris énormément de temps, mais finalement, c'est fait. Et on avait prévu donc d'extraire les tableaux de bord de l'entrepôt de données de santé. Et, enfin, évidemment, ça ne peut se faire qu'avec l'adhésion des médecins. Donc, on avait fait de la communication à la collégiale d'orthopédie. Les grandes difficultés qu'on a eues au départ, c'est qu'on était vraiment dans une démarche top-down avec des gens qui, encore moins que maintenant, n'étaient familiers du concept Value-Based Healthcare. Les niveaux de maturité des équipes cliniques étaient différents. On n'avait pas d'équipe SI sur l'ensemble de nos sites, puisque notre équipe SI, elle est en centrale. Et puis, on se doutait bien qu'il allait falloir accompagner beaucoup le déploiement en local. On avait un peu de difficulté à gérer ça. Et tout de suite, s'est posé la question de la gestion des accès aux données. Donc, on a eu quand même déjà quelques freins à lever dès le départ. Alors, comment ça s'est passé? On va passer à la suivante. Donc, le recueil de CROMS dans le dossier patient informatisé, on avait créé un groupe de travail, on a été très impacté, comme tout le monde, hein, par l'arrivée de la crise sanitaire. Finalement, la maquette de recueil de CROMS dans le dossier patient informatisé a été réalisée sur l'année scolaire 2020-2021. Après que cette maquette ait été réalisée, il a fallu la construire en fait, la développer, voilà, la développer dans notre dossier patient informatisé. Et ça,
Ça a pris toute l'année 2022 et une partie de l'année 2023. Et donc, on a pu mettre à disposition le recueil de Croms dans le dossier patient informatisé en janvier 2024. Et le recueil de Croms a commencé avec notre équipe pionnière, qui est l'équipe de Larry Boisière, en juin 2024, sous l'impulsion du professeur Rémi Nizar, qui est hélas décédé depuis, mais qui a été un vrai un moteur pour cette démarche et qui nous manquera beaucoup. Pour le recueil de proms, donc on avait commencé avec le recueil, avec notre portail patient, mais nous n'avions pas de tableau de bord de suivi des réponses. Et donc la démarche a échoué dans 2 de nos hôpitaux pour cette raison. Larry Boisière, qui était donc le plus on va dire, le plus avancé dans le domaine. Et d'ailleurs, ils avaient déjà fait une tentative de mise en place d'une démarche Value-Based Healthcare, a souhaité utiliser un autre outil produit par un des prestataires qui travaillait déjà à la PHP, avec la PHP à l'époque. Et ce prestataire avec lequel on a commencé à travailler, je pense, sur le sujet en 2019-2020, a été en capacité de mettre à disposition un outil en juin 2022. Et sur la partie accompagnement des équipes, eh bien, il a fallu le financement d'un poste d'infirmière de coordination dans le dispositif article 51, qui était un dispositif national justement de financement de l'innovation pour pouvoir que cette démarche décolle vraiment à partir de juin 2022. En pratique, en 2026, on a une seule équipe qui vraiment fait du recueil de proms et de croms en routine. On en a probablement d'autres qui alimentent le registre national des chirurgiens orthopédistes qui s'appelle RENACOT, dans lequel il y a également ces indicateurs. On va passer à la suivante. Une petite image pour vous montrer comment ça se passe quand on lance ce type de démarche dans un établissement. Donc, comme je vous avais dit, on a commencé en juin 2022. Bon, il y a eu les vacances scolaires et en pratique, le recueil a vraiment commencé à partir d'octobre 2022. Donc, vous voyez sur le premier graphique, en haut, la somme des patients opérés et en bas, la somme des questionnaires remplis. Donc évidemment, plus il y a de patients opérés, plus il y a de questionnaires remplis. Ce qu'on voit, c'est quand même que la file active de la Riboisière est relativement importante, hein, puisqu'en un an, ils avaient opéré 500 patients. Mais ce qui est intéressant, c'est ce qui se passe en dessous. Et donc, en dessous, c'est la proportion de questionnaires remplis. Donc, en bleu clair, c'est au global, donc c'est en essuyant les plâtres en fait du début, où on a quand même peu de retours. Et en bleu foncé, c'est quand on atteint une vitesse de croisière. Et donc, ce qu'on voit, c'est que, enfin, en bleu foncé, plutôt, c'est sur les périodes concernées, c'est des périodes de 3 mois glissants. Et donc, ce qu'on constate, c'est que si vous commencez une démarche VBHC et que vous avez 20% de taux de retour sur vos questionnaires au départ, en fait, c'est pas grave, c'est complètement habituel, c'est ce qu'on voit dans plein d'équipes. Et après, ça progresse. Et donc, l'équipe de la Riboisière a atteint un pic à presque 70% en septembre 2023. Ensuite, il y a eu les congés scolaires et donc ça a diminué. Mais il faut se donner un peu de temps pour que la démarche prenne. Où on en est maintenant, on peut considérer qu'on est vraiment dans une démarche de routine. On a des taux de retour sur PTH et PTG qui sont autour de 50 à 60%, ce qui est tout à fait habituel pour ce type de démarche. Les meilleures équipes arrivent à un taux de retour de 85%. Même entre 85 et 90 pour la Martinique clinique. Mais de toute façon, l'exhaustivité est impossible à atteindre et les taux que je vous montre sont plutôt très satisfaisants. Voilà, donc sur ce qu'on peut retenir de ce travail, implémenter une démarche VBHC, ça prend du temps. Il faut faut impliquer les équipes médicales dès le début de la démarche avec les patients. Et puis, il y avait un gros enjeu lié au système d'information, mais je vais laisser Manon compléter sur ce retour d'expérience. Je rebondirais sur l'accompagnement.
Je pense qu'il faut véritablement, pour avoir déjà formé des équipes au sein des hôpitaux sur la mise en place de solutions pour collecter et mettre en place des projets VBHC, il faut prendre le temps et comprendre aussi leurs besoins terrain et comprendre leur quotidien et à quel moment un patient va être inclus, comment ils vont devoir le faire, les rassurer, leur donner des outils pédagogiques en cas de questions aussi du patient, parce qu'il y a quand même beaucoup d'acculturation ces derniers temps sur la souveraineté des données, etc. Donc leur donner de la matière pour répondre aux patients et accompagner le patient au mieux. Je pense qu'il n'y a rien de pire qu'un patient qui pose une question et on n'a pas la réponse. Ça, c'est vraiment un enjeu central, en tout cas dans notre démarche et les mises en place de projets VBHC qu'on met en place et qu'on accompagne, c'est de comprendre le besoin et comprendre les besoins terrain. Et impliquer les équipes en prenant le temps de les former, en se déplaçant aussi au sein des hôpitaux pour former les équipes et leur faire comprendre aussi le niveau de sécurité des données, l'implication du système d'information, les notes d'information, comment c'est géré, etc., le niveau de sécurité, parce que véritablement, toutes les équipes au sein des hôpitaux ne sont pas forcément et fondamentalement formées à la sécurité de la donnée. Donc l'idée, c'est quand même de les accompagner dans cette démarche et de leur faire comprendre que ce qu'ils font, c'est pas et malheureusement, c'est quand même une tâche à faire en plus, malheureusement, mais leur faire comprendre que ce qu'ils vont faire va avoir une finalité du côté du patient, mais aussi auprès des cliniciens. Un peu dit sur certaines choses, mais Alors, sur les conditions indispensables au lancement, il faut évidemment une équipe médicale engagée et motivée. Il faut un outil de recueil de proms qui soit vraiment adapté, mais qui soit adapté à la fois pour les patients et pour les professionnels de santé. Et la cerise sur le gâteau aussi, c'est quand le patient peut accéder à ses propres données en l'absence du professionnel de santé et avoir une évolution de son histoire et de son parcours. C'est difficile à mettre en place sans financement. C'est aussi une des raisons pour laquelle ça a pris tant de temps à la PHP. La structuration des CROMS dans le dossier patient informatisé, ça demande du temps de développement informatique et c'est pas gratuit. Et l'intégration dans l'entrepôt de données de santé, c'est pareil. Ça demande une évolution des organisations et des systèmes d'information pensés en amont. Comme je vous ai dit, on se repose à la PHP sur un certain nombre de principes de base. Donc, le premier, c'est pas de double saisie pour les équipes médicales. On veut aussi que les équipes médicales puissent s'emparer de la démarche, ce qui signifie que c'est elles qui ont la main sur l'analyse et l'utilisation des données qui sont recueillies. Ce n'est pas en centrale qu'on va dire à une équipe, on a regardé vos résultats, c'est bon, c'est pas bon, et utiliser cela pour faire de la récompense ou de la punition. En tout cas, c'est pas notre politique institutionnelle, c'est vraiment au volontariat des équipes cliniques, et c'est elles qui se servent de ces données comme elles le souhaitent. On utilise aussi des indicateurs CROMS et PROMS qui figurent dans les référentiels ICHOM. ICHOM, c'est un organisme international qui recense justement les indicateurs disponibles pathologie par pathologie et qui donnent un référentiel qui permet de faire la même chose partout dans toutes les équipes. Et en s'appuyant sur ces thésaurus ICHOM d'ailleurs, la PHP est maintenant en capacité de comparer des données sur la cohorte cancer du sein de la PHP avec celles de nos voisins européens. Sur l'accompagnement au changement, donc évidemment, il faut que les équipes soient le plus sensibilisées et puis adhèrent au projet, mais on en a de plus en plus à la PHP, donc quasiment toutes les disciplines. Les patients participent de plus en plus à ce type de projet, sont proactifs, demandeurs. On a maintenant des représentants des usagers au plus haut niveau de la PHP et également dans nos GHU, dans nos services, alors dans les services, c'est plutôt des patients partenaires, mais qui participent à ces démarches, qui les portent.
La formation, qu'elle soit formelle ou informelle, est quand même indispensable. Et puis, bon, je ne vais pas détailler l'ensemble de ce qui est indiqué là, mais faut que ça serve concrètement. Pour ça, il faut le soutien des équipes de direction. Il faut qu'il y ait la possibilité d'utiliser ces indicateurs au quotidien avec des tableaux de bord clairs, une restitution au fil de l'eau, des présentations qui sont adaptées aux usages qu'on veut en faire pour que ça rentre vraiment dans la pratique quotidienne et d'où l'intérêt de mettre en place des démarches d'amélioration continue, à la fois pour impulser la démarche et aussi pour améliorer le parcours, bien sûr. Alors, si vous voulez en savoir plus sur Value Based Healthcare, donc la Société française pour la valeur en santé sera très heureuse de vous accueillir à notre événement annuel qui aura lieu cette année le 20 novembre à Paris. On est en train de vous concocter un programme avec des conférences, des tables rondes, des temps de networking, parce que sur nos deux précédents événements, on s'est bien rendu compte que c'était aussi très important pour vous, des échanges sur ce qui se fait en France, des choses inspirantes sur ce qui se passe à l'étranger. Et je pense que tout le monde peut y trouver son compte. Donc, n'hésitez pas à nous rejoindre et vous verrez si le QR code, c'est le QR code qui permet d'adhérer à la société, ce qui vous donne la possibilité aussi d'assister à nos webinaires bimensuels. Voilà, merci à tous pour votre écoute. Merci. Et peut-être quelques mots avant de conclure. Alors, je ne connais pas et je n'ai pas la visibilité de qui s'est connecté aujourd'hui, mais en tout cas, le VBHC peut peut-être vous faire écho aussi au Value Based Procurement, le VBP, qui a un principe un peu et assez proche, mais lui implique cette fois l'achat et les investissements en santé. Traditionnellement, les décisions d'achat sont souvent guidé par le coût initial. Et là, l'idée du value-based procurement, c'est de proposer justement combien cela coûte et quel est l'investissement de mise en place global. Petit parallèle qui peut potentiellement aider ceux qui et celles qui nous écoutent. Pour conclure rapidement avant les questions et les réponses, je ne sais pas s'il y en a dans le chat, mais fondamentalement, le VBHC nous rappelle finalement une chose essentielle, c'est que la performance d'un système de santé ne peut pas être évaluée uniquement à travers le volume de l'activité, comme les modèles traditionnels, que le patient doit être au centre vraiment de cette démarche, sans oublier quand même les cliniciens quand on parle justement d'approche pédagogique, c'est quand même en co-construction que les solutions du VBHC doivent aussi être elles-mêmes en démarche d'amélioration continue pour comprendre les besoins terrain qui peuvent être remontés des patients sur le manque de communication de certaines démarches, on parlait des dashboards tout à l'heure, mais véritablement de mettre en place ce genre de démarche VBHC avec tous les acteurs et de comprendre les besoins de tout le monde, c'est essentiel pour une bonne réussite de mise en place de tels projets. Je ne sais pas s'il y a des questions dans le chat. Hop. Il y a une question. Indicateurs iShom sont-elles tous validés par la HAS? Alors, il n'y a pas de revalidation, si je peux me permettre de répondre maintenant, il n'y a pas de revalidation par la HAS des indicateurs des thésaurus iShom. En revanche, la HAS a fait un travail très important et très de recensement de des questionnaires PROMS disponibles en français que vous pouvez trouver sur le site de la HAS. Il n'y a pas, comme dans la démarche iShom, l'intégralité des PROMS et des CROMS qui doivent être recueillis pour une condition médicale et le timing, en fait, que propose iShom et qui permet donc à toutes les équipes qui souhaiteraient le faire dans le monde de s'inscrire dans la même démarche. Mais vous y trouverez un certain nombre déjà de références de questionnaires PROMS en français. J'espère que ça répond à votre question. Et un lien a été mis en plus dans le chat. Parfait, merci. Y a-t-il d'autres questions?
Cela veut peut-être dire que tout était clair. Ah non, une autre question. Comment éviter que la collecte de données patients ne produise surtout des indicateurs intéressants, mais des actions actionnables économiques ou organisationnellement? En gros, comment on peut vraiment avoir une finalité de la donnée, de ce que je comprends. Euh, Soit je je sais pas réponds, si soit vous répondez. Je sais pas. je peux donner Oui, quelques éléments. oui, oui. Donc, sur l'utilisation de la donnée, il y a plusieurs niveaux. Comme on vous l'a dit, il y a la première étape, c'est l'utilisation de la donnée, des données patients avec les patients et de leur montrer, d'être en capacité, enfin que le patient soit en capacité de voir quelle est sa progression. Et ça, c'est important. Et idéalement, parfois, de voir sa progression par rapport à d'autres patients qui se trouvent dans le même contexte que lui. Par exemple, si je monte correctement les escaliers 4 semaines après une prothèse totale de genou, est-ce que c'est comme tout le monde? Est-ce que c'est mieux? Est-ce que c'est moins bien? Est-ce que je m'inquiète? Est-ce que je m'inquiète pas? Donc ça, ce retour au patient, il est essentiel. C'est la première utilisation. Euh, L'utilisation des données, et c'est pour ça qu'on insiste à la Société française pour la valeur en santé et à la PHP, pour une utilisation par les équipes, c'est ça qui permet de mettre en place des démarches d'amélioration continue. Et ça se passe de façon très concrète. En orthopédie, actuellement, à la PHP, l'équipe est en train de travailler sur les patients qui témoignent d'un profil psychologique catastrophiste, donc qui ont un peu anxieux en fait, en préopératoire. Et ces patients-là ont une récupération qui est en post-opératoire qui est moins bonne que les autres. Et donc, ils travaillent sur la prise en charge psychologique de ces patients pour améliorer le résultat post-opératoire. Donc, on est vraiment sur des choses très concrètes. Ça, c'est pas des choses qui auraient pu être imposées d'en haut, ou qu'on voit, enfin, d'en haut, dans une démarche top-down, top-down. Donc, ce qui fait que les données sont utilisées de façon concrète sur le terrain, c'est c'est le fait que les patients et les équipes s'en emparent. Hmm. Et il faudra laisser dans le déploiement des démarches VBHC d'une manière générale en France cette capacité-là et cette plasticité-là aux équipes. Et le VBHC n'est pas seulement une méthode d'évaluation, c'est véritablement une transformation globale de la manière dont on pense la santé, avec une santé davantage centrée patient et la mesure réelle de l'impact du soin, avec les coordinations des parcours. Plus un commentaire. Organisationnellement, on arrive à le faire quand on met en place des cercles apprenants. Les soignants utilisent les données pour améliorer le soin. D'un point de vue économie, eSport vient de sortir un rapport sur HTA et VBHC. Merci pour l'information. Y a-t-il d'autres questions? Sinon, on peut finir un petit peu plus tôt, il n'y a pas de souci. Est-ce possible d'avoir le lien du rapport e-sport? Bon, bah, je laisserai la personne qui fait le commentaire envoyer le lien. Économiquement, il y a le VBP dont Manon parlait, mais moins d'éléments encore en pratique en France, oui. J'avais notamment fait une présentation sur le VBP lors d'un événement et on pourra aussi vous transmettre cette présentation si vous le souhaitez, en plus du replay de ce webinaire. Et si je peux faire un petit commentaire sur le Oui. value-based procurement, un peu d'ailleurs comme pour le value-based healthcare d'une manière générale, on voit bien l'intérêt conceptuel de construire une rémunération du service rendu et non du volume, de la quantité du produit. On sait bien comment mesurer avec les fameux indicateurs PROMS et CROMS dont on vous a parlé, mais la mise en œuvre reste compliquée. Et ensuite, quand on commence du value-based procurement, une des difficultés rencontrées, c'est comment attribuer l'amélioration ou la non-amélioration de l'état de santé du patient
aux produits et non au parcours de soins ou aux organisations, parce que évidemment, quand on mesure, en fait, c'est tout le problème, c'est pareil que le concept physique du chat de Schrödinger, mais quand on commence à mesurer, on modifie. La mesure elle-même modifie. Et donc, c'est difficile de construire un modèle dans lequel on ne prend en compte, entre guillemets, que la responsabilité du produit. Et peut-être il faut réfléchir à autre chose. Mais ça, c'est l'objet d'un autre débat beaucoup Oui, plus complexe. c'est ça. Il n'y a pas il y a plutôt des échanges dans le chat plus que des questions. Donc je pense à comment allez-vous intégrer l'IA dans votre travail? Alors, je ne sais pas si vous travaillez avec l'IA chez Alors, Skezi. nous notamment, alors là, c'est une annonce un peu en avant-première. Alors, nous, on a créé une IA justement pour faire des recommandations de PO qui va s'appeler Skepia, qui sera directement intégrée dans Skezia, qui permettra aux chercheurs et aux cliniciens, lors d'une courte description d'un projet de recherche, d'avoir des recommandations de questionnaires scientifiquement prouvés directement interfacés avec PubMed et Clinical Trials, des questionnaires qui ont déjà été publiés. Donc, nous, on intègre l'IA sur plutôt de la recommandation au sein des questionnaires pour avoir des questionnaires quali et véritablement des données aussi qui serviront plus tard, donc vraiment une métrologie spécifique. Voilà pour nous, en tout cas pour Skezi, comment nous on intègre l'IA, mais après on va avoir aussi d'autres IA qui vont arriver, comme digitaliser des questionnaires papier, parce qu'on sait aussi que tout le monde ne peut pas répondre à des questionnaires digitaux. Donc l'idée, c'est aussi de comprendre les besoins des patients et comprendre que le digital peut être un frein, que typiquement des personnes âgées n'ont pas forcément de smartphone pour scanner un QR code en salle d'attente et du coup de pouvoir avoir l'option de digitaliser des questionnaires papier. Donc nous, on intègre l'IA plutôt dans une démarche pour faciliter la mise en place de projets ou le déploiement de questionnaires de recherche. Alors, à la PHP, il n'y a pour l'instant pas de démarche d'utilisation d'IA en routine dans Value Based Healthcare. Nos cliniciens sont tous ont tous une grosse valence universitaire, hein, puisque la PHP est un CHU, et donc ils sont plutôt portés sur l'exploitation de la base de données brute, et c'est d'ailleurs ce qu'ils nous demandent en général, de pouvoir en faire ce qu'ils veulent avec leurs propres outils d'analyse de base de données. En revanche, la construction de ces bases de données dans laquelle on a des données très propres, de très grande qualité, riches, structurées, organisées toujours de la même manière, ces bases de données sont d'excellents outils d'entraînement des IA. Et c'est des choses auxquelles on réfléchit sans que ce soit pour l'instant fait, mais c'est assez indépendant du projet Value Based Healthcare. C'est plutôt une utilisation secondaire de la base de données. J'espère qu'il n'y a pas de questions et qu'on a répondu à l'entièreté de vos questions. Pas de questions, je regarde quand même. Donc, pour rappel, ça a été entièrement enregistré. On vous enverra la présentation ainsi que le replay dans les jours qui viennent. Merci beaucoup pour votre attention et pour vos interactions dans le chat. J'espère que ça a été instructif pour vous et pédagogique. En tout cas, c'était un plaisir de le construire avec Virginie et au plaisir potentiellement de vous voir en physique pour les personnes qui sont connectées et pour de nouveaux projets ensemble. Merci beaucoup.